Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Décrypter l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de débat sur l'actualité africaine en coproduction avec le Média et Vox Africa, à retrouver en direct chaque dimanche à 16h GMT, 17h à Paris, en heure d'été. Le leader burkinabé Ibrahim Traoré marche-t-il sur les traces de son lointain successeur Thomas Sankara, officier révolutionnaire qui a bousculé la Haute-Volta, qu'il a rebaptisé Burkina Faso, le pays des hommes intègres? En tout cas, face à l'adversité, ce pouvoir-là, le pouvoir de Ouaga et ses soutiens, invoquent la figure mythique qui est arrivée aux affaires en 1983 par un coup d'État et qui a gouverné jusqu'en 1987 avant d'être tué par ses propres camarades, transformés en bras armés d'une conjuration internationale. Ce que nous avons vécu en 1987 ne se répétera plus. Ce qui est arrivé au capitaine Sankara ne va pas arriver au capitaine Traoré. Nous irons jusqu'au bout pour défendre notre président. Mais que pensent les sankaristes historiques de la geste d'Ibrahim Traoré et qu'aurait pensé Thomas Sankara lui-même? Peut-on strictement transposer les enjeux des années 80 à ceux d'aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, j'ai invité sur ce plateau Bruno Jaffré, ingénieur et militant, biographe de Thomas Sankara, auteur de ses livres L'insurrection inachevée, Burkina Faso 2014, mais également Thomas Sankara, La liberté contre le destin, les deux parus aux éditions Sileps. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, vous êtes le biographe le plus assidu de Thomas Sankara. Vous avez compilé ses textes et bataillé pour sa mémoire. Mais vous êtes également un bon connaisseur de l'histoire politique du Burkina Faso, de sa classe politique également. La première question que j'aimerais vous poser est: où sont les sankaristes en ce moment? Est-ce qu'ils sont aux côtés d'Ibrahim Traoré? Alors, les partis politiques sont interdits. Et les partis sankaristes sont donc interdits. Mais ils sont... Alors... Il faudrait s'étendre sur le mot sankariste, mais on va pas rentrer là-dedans. On va dire que très globalement, ils soutiennent Ibrahim Traoré, notamment donc Menéouindé Sankara, qui était le dirigeant du principal parti sankariste. Il s'exprime rarement parce que les partis sont interdits, mais il a quand même fait une interview récemment où il dit que le président Ibrahim Traoré est sur la bonne voie. Et donc, vous dites qu'il faut revenir sur ce qu'on appelle sankariste. Pourquoi? Écoutez, moi d'abord, je me suis jamais aligné derrière ce terme-là. Alors, pour des raisons, je ne sais pas exactement. C'est par rapport à l'histoire du Burkina Faso, l'histoire politique. C'est vrai que les sankaristes ont participé à l'insurrection. Mais l'insurrection de 2014. Oui, mais ils se sont compromis avec le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. Et ils se sont compromis, notamment après les deuxièmes élections, en rentrant dans la majorité présidentielle, alors que, on le sait aujourd'hui, Roch Marc Christian Kaboré a pas pris en compte l'ampleur de la rébellion, enfin je sais pas s'il faut appeler ça une rébellion, mais en tout cas du terrorisme, et surtout d'une corruption généralisée, en fait, que tout le monde savait. Ils sont rentrés là, il y a eu les coups d'État, et il y a eu 2 coups d'État. Bon, les sankaristes sont mis de côté, et voilà. Je suis même pas sûr qu'ils comptent parmi les conseillers de Ibrahim Traoré, qui, pour ce que j'en sais, a surtout pris des gens par l'intermédiaire de son frère, et il semble que ce soit plutôt des amitiés générationnel, comme il existe beaucoup en Afrique, et qui compose son entourage. Mais ce qui est très important de dire, c'est que ce pouvoir n'a pas confiance au peuple. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Les CDR était un endroit, on pourra en discuter longuement, mais ça n'avait pas de... On va y revenir, on va y revenir parce qu'on va parler de l'idéologie. D'un point de vue idéologique, qui était Thomas Sankara et en quoi se distingue-t-il ou pas d'Ibrahim Traoré?
Ben, ça, c'était un exemple. Hein. Oui, C'est-à-dire que, pour moi, il est essentiel de savoir ce qui s'est passé quand il a pris le pouvoir et comment il a géré son pouvoir. Thomas Sankara. Ah non, moi je parlais de Ibrahim Traoré. Ok, Ibrahim Traoré. Non, je ne sais pas, on peut Allons-y. Allons-y, mais je parle de qui? Je pense qu'il vaut mieux parler d'Ibrahim Traoré parce que Thomas Sankara est relativement bien connu. Je mets d'ailleurs relativement parce que je peux vous expliquer avec 2 exemples combien il est mal connu. Mais on va parler de ça. Sa peur du peuple, c'est quoi? C'est qu'il n'existe pas d'organisation politique dans ce pays. Donc on a un militaire qui... En 2025, au Burkina Faso, il n'y a pas d'organisation politique. Non, il n'y a que des organisations de la société civile, que je mets entre guillemets, dont tous les dirigeants n'ont aucune histoire politique dans ce pays. Alors que le Burkina, et le livre sur l'insurrection le montre bien, la société civile burkinabé a été très importante dans l'histoire, y compris dans la mobilisation au moment de l'insurrection. Et donc, ce sont des gens qui sortent de nulle part, de mon point de vue. Il y en a peut-être qui faisaient quelque chose avant. Mais surtout, il y a cette peur de la participation réelle du peuple, qui n'est convoquée que pour dire vive UB ou pour venir dans une manifestation après qu'il y ait des coups d'État. Et ça, c'est un peu compliqué, si vous voulez. Par exemple, je vais vous donner un exemple beaucoup plus précis. Le Premier ministre qui a été écarté, qui est Liem de Tembela, depuis qu'il a commencé à gérer le pouvoir, il voulait construire ce qu'il appelle des comités de développement, un peu sur le modèle des CDR. Et ça n'a jamais été mis en place. Donc ça, c'est un exemple précis de l'incapacité, en fait, de l'incapacité à organiser réellement le peuple. Là, la seule chose qu'on a demandé au peuple, c'est de venir occuper des ronds-points quand il y a eu un coup d'État, des gens à qui, visiblement, on donnait des billets de 1000 francs CFA, etc. Oui. Alors, oui, mais pour que ce soit clair, c'est quoi les CDR historiquement au Burkina Faso? Alors, on va y aller très vite aussi. Hein. Les CDR sont la représentante politique du pouvoir au peuple. On ne va pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. C'était un pouvoir relativement centralisé, mais il y avait un Conseil national de la Révolution dont les gens n'étaient pas tous connus, un certain nombre étaient connus, dans lequel il y avait des divergences politiques. Ça, c'était un sujet extrêmement important. Hein. Les gens qui soutiennent Ibrahim Traoré disent « c'est parce qu'on a laissé les divergences politiques que Thomas Sankara a été assassiné ». C'est un peu vrai, mais pas totalement vrai. Parce que, en fait, ce que explique Thomas Sankara, c'est que quand on discutait politique avec ces gens-là, ils n'avaient pas d'argument. La seule chose qu'ils voulaient, et on l'a vu quand Blaise Compaoré est venu au pouvoir, ils voulaient avoir des places pour profiter de leur position au pouvoir et s'enrichir. C'est effectivement ce qui s'est passé. Les CDR avaient de réels pouvoirs dans les quartiers, dans les villages. C'est eux qui organisaient la vie politique, mais pas seulement, de toutes les tâches, etc. C'est eux qui le faisaient. Et c'était une organisation centralisée, etc. Il y avait des cours de formation politique durant les CDR. Là, il y a quelques individus qui font les ronds-points. Il y en a quelques-uns qui passent à la télévision. Mais c'est univoque, c'est-à-dire tout le monde parle de la même façon. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Une révolution sans débat politique court à la perte. Non, mais les CDR dont vous parlez, les CDR ont été considérés comme procédant à des exactions. Oui, mais c'est pas faux. Lors de la période Sankara. C'est pas faux, et il faut le reconnaître. C'est pas faux, mais c'est pas la seule chose avec laquelle on peut les caractériser. Moi, j'ai assisté à des réunions des CDR. Il y avait une vie dans les quartiers. Il y avait les permanences. Il y avait du monde. Les exactions ont été créées par des jeunes qui étaient souvent des anciens chômeurs, etc., qui n'étaient pas bien contrôlés par les responsables locaux. Mais il y a eu effectivement des exactions. Mais c'est pas ce qui caractérise les CDR pour moi. Il y a eu des assemblées nationales de CDR pour prendre des mesures, si vous voulez. Il y a eu plein de choses comme ça. Il y avait des débats politiques. Il y a des mesures qui ont été avancées par Sankara, qui ont été repoussées. Ça n'arrivera jamais sous Ibrahim Traoré, ou alors peut-être autour de lui. Jamais ça n'arrivera, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Et c'est pour ça que la presse est importante. Dans n'importe quel pays... Mais à l'époque de Sankara, il n'y avait pas de presse. Il n'y avait pas la presse, mais j'insiste aujourd'hui. Ce pays a fait beaucoup de chemin. Il a fait... D'abord, les journalistes ont lutté contre Blaise Compaoré pour avoir cette presse qui était libre et diversifiée et de qualité, parce qu'ils se faisaient concurrence entre eux. Ils ont beaucoup lutté. Et il y a eu l'insurrection, il y a eu la mise en œuvre du Conseil supérieur de la communication, du Conseil supérieur de la justice, qui étaient les plus avancés pratiquement dans le monde entier. Tout ça a été détruit. Il faut supprimer le débat parce qu'on est en permanence
on subit en permanence des coups d'État. Il y en a quelques-uns, on peut l'imaginer que c'est vrai, d'autres, on fabrique des preuves qui n'en sont pas, en fait. Et il n'y a jamais de preuves de ces coups d'État. Cela dit, je ne nie pas qu'il peut y avoir des tentatives d'évacuer Ibrahim Traoré. Alors, justement, est-ce que le point commun, c'est pas l'adversité internationale? C'est-à-dire que Thomas Sankara a été confronté à une adversité internationale occidentale. Blaise Compaoré s'est moulé dans le cadre de la communauté internationale, entre guillemets. Roch-Marc Christian Kaboré n'était pas vraiment un adversaire de cette communauté internationale, mais la particularité d'Ibrahim Traoré et des autres présidents de l'AES, c'est quand même cette hostilité de la France, des États-Unis. On voit d'ailleurs avec les déclarations récentes de Michael Langlais, le chef d'état-major d'Africom, une structure militaire néocoloniale américaine. Donc, ça, c'est un point commun. C'est exact. Là, sur la scène internationale, il se range du côté des anti-occidentaux. On peut lire, cette lecture existe. Ils sont... mais je vais vous donner un autre exemple. Quand je dis, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur Facebook, que Thomas Sankara n'arrêtait pas de demander de l'aide à la France. Moi-même, quand j'ai consulté les archives diplomatiques, j'étais surpris de la permanence de ça. Il faut rentrer dans les détails parce que Sankara, il y a eu des périodes. Et on me traitait de menteur. Moi, j'ai passé 1 mois et demi aux archives diplomatiques, je sais ce qu'il y a dedans. Et je me suis mis à relire le DOP que tout le monde pense connaître par cœur. Je vois dans le DOP, le discours d'orientation politique, entre parenthèses, il n'y a pas de discours d'orientation politique. Ça fait 2 ans qu'on fait une révolution. Il n'y a aucun discours d'orientation politique. Il n'y a que un changement de nom, révolution progressiste et je sais plus, progressiste et populaire, mais il n'y a pas de contenu. Donc j'en reviens à cette question-là. Je lis le discours d'orientation politique. Thomas Sankara. Voilà. Il existe très clairement une phrase qui explique, qui est la traduction par le Burkina de ce qu'on appelait à l'époque la coexistence pacifique. Nous allons avoir des relations économiques avec tous les pays, quelle que soit leur orientation politique, sous réserve qu'ils respectent nos orientations politiques. Et le débat qu'avait Sankara avec les Français à propos de l'aide était en permanence celui-là, c'est-à-dire qu'ils demandaient de l'aide parce qu'on n'a pas le temps d'y revenir, l'aide cubaine, l'aide soviétique, l'aide des Libyens était insuffisante, etc. Je suis tombé sur une phrase où il expliquait qu'il était obligé de venir quasiment, il s'adresse aux Français en leur disant « Je suis obligé de demander de l'aide avec vous parce que je ne peux pas en obtenir autrement. » Et il explique en plus, avec les Cubains, je vais publier bientôt ça dans mon livre, avec les Cubains, nous avons décidé que si nous étions trop aidés par les Cubains, nous allions avoir des difficultés. Ils disent ça extrêmement clairement. Parce que, pour les gens qui connaissent un peu la politique française, le seul critère des Occidentaux, c'est de savoir, à l'époque, c'était de savoir si un révolutionnaire allait soit être pro-Kadhafi, soit être pro-soviétique. Ça n'a pas été le cas. Il a critiqué les deux. Donc, à partir du moment où il tombe pas dans un côté comme de l'autre, il n'est pas considéré a priori comme un ennemi. Et donc c'est pour ça qu'il leur tient ce discours. Mais effectivement, s'il avait été beaucoup plus proche de Cuba, qui aidait un peu le Burkina, j'ai aussi eu aux archives les accords de coopération qui étaient très importants, qui n'ont pas été appliqués. Donc ce qu'il dit à ce moment-là dans les archives correspond à la réalité. L'aide cubaine n'a pas été aussi importante, sans doute aussi parce que Cuba se préparait à la guerre sur les pays du front là, contre l'Afrique du Sud. Voilà un peu la réalité. Donc effectivement, voilà le discours qu'il tient. Et donc, c'est pour vous dire, si vous voulez un autre exemple sur le fait qu'on connaît mal Sankara, je vais vous en donner un encore plus lourd, en fait. Parce que ça, on va dire, c'est presque des détails. Tout le monde répète que Thomas Sankara atteint l'autosuffisance alimentaire. D'où ça vient, ça? Est-ce que les gens qui l'ont répété, et ça va de la droite à la gauche, de partout, de tous les journalistes, est-ce que quelqu'un a publié un texte qui disait, ou un document qui disait. Or, on a de la part de Thomas Sankara lui-même, l'aveu, c'est pas un aveu, c'était très difficile, c'était quasi impossible de l'obtenir aussi rapidement. Il explique dans une interview à Nganagel le 4 octobre 87, donc on est à la fin de la Révolution, si vous voulez. Il explique, plutôt, elle pose une question, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire?
Et lui, il ne répond pas en disant « mais ça y est, nous avons déjà l'autosuffisance alimentaire ». Non, il dit, et il déroule tout un programme pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais tout cela, d'un point de vue fondamentalement politique, ça nous ramène à quoi? Que Ibrahim Traoré est beaucoup trop anti-occidental par rapport à Sankara? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Le fond du problème, d'abord, c'est qu'il prend des gens qui sont totalement à sa botte autour de lui, alors que Sankara, on le sait, parce qu'on a lu des livres, il avait des gens autour de lui qui allaient le critiquer. Je vous ai expliqué qu'il y a des mesures qui avaient été repoussées. Le salaire vital, c'est-à-dire il fallait donner un salaire aux femmes, etc. L'excision, tout ça, ça a été refusé. Il y en a d'autres, je les ai plus en tête. Il y a eu parce que il y avait effectivement, même si c'était pas la forme de parti politique, il y avait un débat dans le pays. Ça discutait. Aujourd'hui, c'est pas possible. On a une dictature militaire avec quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui dit « je ne veux pas faire de politique ». Et donc, sous Sankara, c'était pas une dictature militaire? J'en sais rien. Ou alors peut-être que c'était tout simplement c'était un pouvoir autoritaire. Moi, je dirais que c'était un moment d'exception, un pouvoir autoritaire. Dictature militaire. Je n'aime pas ce mot-là. Pourquoi? Parce que finalement, le nombre de gens qui ont été arrêtés était peu important. Hein, il y a eu des gens qui ont été tués pour des coups d'État, il y a eu des exactions dans les CDR, mais c'est pas représentatif, si vous voulez. Mais il y avait un débat politique. Donc aujourd'hui, la répression est plus grande. Largement. Et c'est pire. Il y a une certaine cruauté aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des militaires qui n'étaient pas cruels sous Sankara. Là, il y a une cruauté évidente. Il y a des gens, on les enlève, on les envoie au front. Ils ne sont pas du tout prêts pour aller au front. On dit qu'il faut qu'ils se prennent compte de la réalité. OK. Dans ce cas-là, on les envoie 3 mois, on les fait revenir et on les laisse faire des reportages. Non, ils restent au front, on ne sait pas où ils sont. Et ce n'est pas des gens de droite qu'on a envoyés au front. C'est les journalistes les meilleurs du pays, Serge Joulon, etc. Enfin, il y a un certain nombre. Il y en a d'autres qui restent. Parce que il y a encore quelques journaux qui restent. Et les gens du Balai citoyen, les premiers. Alors, le Balai citoyen, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Burkina Faso, c'est ceux qui ont été à la pointe de la contestation de Blaise Compaoré, qui était le successeur de Thomas Sankara, donc qui a fait une contre-révolution. Donc, le Balai citoyen, c'est le mouvement révolutionnaire qui a abattu Blaise Compaoré et qui est aujourd'hui persécuté par Ibrahim Traoré. Alors, je raconte dans mon livre qu'on a un peu sous-estimé le rôle du Balai citoyen, et malheureusement, je vais être obligé de faire un post sur ma page Facebook sur les partis politiques. Tout le monde a oublié que ce sont les partis politiques qui ont lancé les manifestations contre la réforme de l'article 37. Et c'est eux qui ont commencé à engranger du monde. L'article 37 qui disait que Blaise Compaoré pouvait se représenter aux élections. C'est eux qui ont lancé. Un président à vie. Voilà. Bref, en tout cas, cette classe politique, cette société civile historique dont on aurait pu penser qu'elle serait avec Ibrahim Traoré, en fait, c'est pas vraiment le cas. Elle se tait, et elle se tait parce qu'il y en a qui n'ont pas été arrêtés. Elle se tait ou le Balai citoyen est en complète clandestinité maintenant. Alors que, en fait, la plupart de ces militants soutenaient Ibrahim Traoré. Au début. Oui, même Guy Hervé Cam, quand il est arrivé, il devait... Tout le monde, parce que moi, j'avais un espoir, en fait. On ne va pas dire qu'ils soutenaient, ils avaient un espoir. Mais on a un président, c'est important de le dire, un président qui dit « Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, je vais faire la guerre, et en 3 mois, je règle le problème. » Et les gens, ça fait presque 3 ans qu'il est au pouvoir. Il a promis 3 mois, 6 mois, maintenant il dit 2025. Mais le problème, c'est qu'on interdit la presse qui pourrait faire des reportages et des articles. Mais les Burkinabés, ils ont Facebook aujourd'hui. Ils voient toutes les vidéos, elles circulent énormément. On voit les terroristes qui se baladent comme ils veulent, qui attaquent des garnisons les uns après les autres, et c'est quasiment tous les jours. Et les gens disent, moi je ne suis pas sur place, ils disent l'armée n'ose pas intervenir, je ne sais pas. Justement, la différence, une des différences fondamentales entre la période révolutionnaire des années 80 et aujourd'hui, c'est le djihadisme, c'est la brutalisation des rapports militaires entre... il n'y avait pas de djihadistes en 1983. Peut-être que c'est ça aussi qui explique la répression. Mais je vous suis, ouais. Non, la répression, je ne suis pas d'accord. La répression, les premiers qu'on a arrêtés, c'est des gens qui n'arrêtaient pas de dire gloire aux forces de défense et de sécurité. Zinabar Asmané, un militant Balai citoyen, c'était tout le temps gloire aux forces de défense et de sécurité. Non, c'était pas la raison. La raison, c'est que
Non, il faut revenir à ce que j'ai dit au début. La raison, c'est qu'on est des gens qui dirigent, qui ne savent pas affronter un débat politique. Ils n'ont pas la formation. Ibrahim Traoré est arrivé, il était neuf en politique. Il est obligé de s'appuyer sur des gens, il n'a pas confiance en eux, etc. Et il apprend un peu. Effectivement, on peut considérer qu'il y a quelques phrases, parce qu'il fait des discours très courts, il y a quelques phrases où il imite Sankara, on peut considérer que Sankara aurait pu les dire. Effectivement, il y a de ça. C'est là-dessus que se base la popularité d'Ibrahim Traoré. Il faudrait qu'on en parle longuement de ça aussi, mais bon, Qu'on en parle longuement, pourquoi la popularité? Ça veut dire que moi, j'ai mon explication sur cette popularité. C'est quelle explication? L'explication, c'est quoi? C'est que ce pays n'a plus d'alternative aujourd'hui. Les partis politiques, il y a peu de gens qui les défendent. Le seul parti politique qui s'exprime, c'est le Mouvement Sens, donc, dont le président est en prison. Guy Hervé Cam, dont les militants sont arrêtés, et qui continue, c'est la seule, mais c'est pas du tout une force politique qui peut prendre le pays en main. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui se taisent parce que ils considèrent que c'est pas la peine d'ouvrir sa bouche si c'est pour aller demain au front ou n'importe quoi. Donc ils attendent. Mais fondamentalement, l'opposition, là, telle qu'il existe, elle n'est pas du tout organisée. Les gens sont des individus qui font la bataille sur Facebook, en fait. Elle est très importante, et c'est eux qui informent la population. Mais on fait le ménage partout, il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent, les gens? On n'a plus que ça. Donc on le soutient. Il fait des erreurs, c'est pas grave. L'autre fois, il y a un gars qui disait, un de ses soutiens qui disait, peu importe si Ibrahim Traoré il vole de l'or, le principal c'est qu'il gère le pays. Vous voyez jusqu'où on va. Les gens disent, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Là, on n'est plus dans la politique, on est dans le mystique, etc. Il y a tout ça. Et les gens sont dans le désarroi total. Il n'y a pas d'espoir. Mais est-ce que justement, il n'y a pas aussi le fait que il y a eu le renversement armé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2011 par la France, la guerre en Libye, la brutalisation de l'impérialisme qui, justement, fait que les nouvelles générations préfèrent de toute façon, avant tout, avoir un président qui fait face à cette contradiction principale plutôt qu'autre chose. Alors, qu'en 1983, ne me faites pas dire que je suis contre le fait que le Burkina a coupé les ponts avec la France. Non, je ne parle pas de ça. Ouais. Mais c'est important quand même que les gens le sachent quand ils m'écoutent. Moi, je pense que ce dirigeant politique, ce dirigeant militaire, s'il ne change pas, il mène son pays au chaos. Il y a déjà, si vous voulez, les Burkinabés entre eux ont atteint une haine que ce pays n'a jamais connue. Les Burkinabés étaient considérés comme des gens gentils, etc., qui discutaient. Là, c'est la haine qui s'étale sur Facebook. Les pro-IB menacent les gens. Si vous signez, on va vous avoir. Ils disent pas on va vous descendre, on va vous envoyer au front, etc. Mais la haine s'exprime. Et il n'y a absolument aucune décision des procureurs pour essayer de calmer le jeu. C'est leur boulot. Mais Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a envoyé une dizaine de magistrats au front, qui sont revenus au bout de 3 mois. Maintenant, silence complet. Vous voyez, même au Mali, là, je vois que le procureur, on n'a pas le temps d'en parler, le procureur a dit que c'était pas normal d'interdire les partis politiques. Mais non, je ne voulais pas justifier ou ne pas justifier, je voulais juste dire que les générations qui sont nées dans les années 2000, les générations nouvelles qui n'ont jamais finalement connu ce qu'on appelait la coopération artistique, la coopération en termes d'éducation de la France, qui regardent leur télévision, ils regardent CNews, parce que CNews est diffusé en Afrique, ils voient la haine contre les Africains qui est diffusée contre les Africains, contre les musulmans, etc. On peut considérer que cette brutalisation des rapports internationaux, cette rupture qui est également le fait de la puissance, de l'ancienne puissance tutélaire, construit des personnages politiques comme Ibrahim Traoré. Oui, je peux vous suivre là-dessus. Cela dit, je suis pas sûr que la France ne table pas sur la perte endogène de Ibrahim Traoré, parce que il s'y prend Moi, mon point de vue, c'est qu'il s'y prend tellement mal. On n'a jamais vu autant d'attaques terroristes aujourd'hui. C'est tout juste si ça dédouane les Français. Ils sont partis. C'était pas. En France, tout le monde a critiqué l'incapacité de la France à. Et donc aujourd'hui, la France dit, vous voyez. On était là, c'était mieux. Aujourd'hui, c'est pire. Alors justement,
D'un point de vue économique, les pays de l'AES se caractérisent tout de même par leur désir de redéfinir les règles du jeu avec les multinationales. Ça, ce sont des données qu'on a. Est-ce que ce n'est pas encourageant? Mais en général, quel est le rapport général qu'on peut porter sur ces 3 pays? Est-ce qu'il y a une particularité burkinabé dans votre regard? La particularité, c'est qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré se prend un peu pour le chef de la révolution mondiale. Hein. Il a fait une manifestation internationale. Je peux vous expliquer comment la sauce a monté parmi les anglophones. Elle a monté parce qu'on a diffusé, ça n'a pas beaucoup pris dans les réseaux francophones, on a diffusé le fait que Ibrahim Traoré allait donner un salaire de 100 000 francs CFA à tous les étudiants. Et c'est ça qui a circulé dans les réseaux anglophones. Et donc on a eu un espèce, parce que en fait, c'est évidemment la plupart des gens, contrairement au Burkina où la population pauvre, etc., est derrière Ibrahim Traoré, en Afrique en général, c'est les étudiants qui s'intéressent à ça, qui regardent. Donc voilà un président, mais c'est pas possible qu'on donne 100 000 francs CFA. Le salaire minimum, il est 45 000 francs CFA. Il existe quelque chose qui s'appelle le FONER, c'est un prêt. Donc est-ce qu'il est différent, donc, Ibrahim Traoré d'Assimi Goïta ou Alors, bon... il y a un peu de différence, puisque Goïta vient seulement de décider les interdictions politiques. Alors, je pense qu'il y a des différences, oui. Simplement, il faut savoir lire entre les lignes. Par exemple, je pense que les Maliens veulent bien discuter. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Veulent bien discuter avec les terroristes. D'ailleurs, je vois qu'il y a des accords locaux qui sont signés, dans lequel finalement on institutionnalise la présence des terroristes quelque part, ou des bandes qui s'en réclament. Le Burkina, sa politique, c'est on tuera tous les terroristes et on arrête la guerre quand on les aura tous mis à l'extérieur du pays. Et ça, c'est quelque chose d'impossible à réaliser. Ouais, vous avez l'exemple de l'Afghanistan quand même. Il faut qu'on réfléchisse tous à l'exemple de l'Afghanistan. Combien les armées occidentales ont mis d'argent là-bas? Finalement, c'est eux qui sont là. Et visiblement, personne n'arrive à les faire sortir. On a un des régimes les plus inhumains de la planète en Afghanistan. Donc, c'est pas par la guerre qu'on peut en finir avec le terrorisme. Bon, justement, on parlait d'économie. Les pays de l'AES rompent quand même dans leur rapport. Oui, mais c'est bien. Mais si vous voulez, ils tablent... Alors, ils ont essayé de rentrer dans la BRICS. C'est intéressant. La BRICS, c'est quelque chose qui est en plein mouvement. Il faut reconnaître. Russie, Inde, oui, vous allez Afrique du Sud et Chine. C'est un peu, on va dire, une alliance économique anti-occidentale. Apparemment, ils n'ont pas réussi à créer leur banque, je ne sais pas exactement. Bon, c'est intéressant. Évidemment, il faut chercher d'autres partenaires économiques. Visiblement, la Russie n'aide pas beaucoup économiquement. La Russie est très présente. Et ce qui est bizarre au Burkina, c'est qu'on ne les voit plus, les Russes. On sait que les Wagner sont là. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Ils ont quand même acheté 1 ou 2 mines, je crois, les Russes. Mais ils sont plus visibles. Un peu dans les drapeaux, mais les drapeaux russes sont beaucoup moins importants. Ils ont les Turcs. Ils ont, voilà, à peu près il y a je vois qu'il y a des accords. Oui, une renégociation des accords. Oui, mais ça, c'est important. C'est important. Les accords miniers, c'est très important. Pour moi, c'est quelque chose de très important que je suis de très près. La question, c'est que, parce qu'on n'a jamais, ces 2 pays, c'est le Mali et le Burkina, le Niger, je ne sais pas trop. Le Niger est également en confrontation, notamment avec Orano. Donc, oui. Ils sont, d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une perquisition chez Surano au Niger, mais ils demandent à avoir 30% des parts. En avoir 10% d'office et 20%. C'est énorme. Et évidemment, les miniers... Donc là, il y a une confrontation intéressante. Je nie pas tout ça. Ça veut dire peut-être que, au-delà de l'AES, d'un point de vue générationnel, le fait que l'Afrique, qui est jeune, soit dirigée par des vieux, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Cameroun, Paul Biya, en fait, ça retarde les vrais débats. Et du coup, là où les jeunes prennent le pouvoir, ils le posent. Sauf que les jeunes qui prennent le pouvoir démocratiquement sont très peu nombreux, parce que c'est quasiment impossible dans une démocratie marchandisée. Il n'y a que les Sénégalais, parce que finalement, les Sénégalais posent le même problème, sauf qu'ils ont été élus démocratiquement. Si vous voulez, je suis globalement d'accord avec tout. Il faut attaquer les mines. Il faut... Il y a une tentative de créer une industrie endogène, etc. Je suis d'accord. Je pourrais entrer dans les détails parce que ça n'a pas l'air aussi simple. Je suis d'accord avec vous. Je dis simplement à ceux qui l'applaudissent, et pas forcément la population burkinabé, etc. Tous ceux qui l'applaudissent de l'extérieur, ils sont très mal informés de cette personne-là. Le Ibrahim Traoré n'est pas un dirigeant politique. C'est ça. Et on ne fait pas une révolution
si on n'a pas un dirigeant politique de qualité à la tête de ce pays, et ce n'est pas le cas. Et on va s'en rendre compte, et tous ces gens-là qui l'applaudissent, ils vont être déçus. Ils vont être déçus. Il faut qu'ils ouvrent les yeux, il faut qu'ils s'informent. Ou alors qu'Ibrahim Traoré ouvre le jeu. J'espère, mais je vais vous dire, c'est quasiment trop tard. Personne n'a confiance en lui. À qui va aller discuter avec lui? Peut-être les sankaristes qui lui tournent autour. D'ailleurs, c'est eux. J'étais étonné de voir que sur les 7 personnes qui se sont présentées au Premier ministre pour parler de l'inauguration du monument à la gloire des morts, il y a 3 membres de parti de l'UNIRPS, alors qu'ils avaient été jetés de ce truc-là il y a longtemps. Ils sont là, vous voyez, ils sont en attente de leur place. Et c'est eux qui ont été présentés ça, avec 4 autres membres. Il y a un monsieur qui s'appelle Hubert Bazier, qui dirigeait l'intrus, je ne sais pas si vous dit quelque chose, Jean le Comique. Bon, je ne veux pas donner tous les noms, mais voilà. Ils sont là, ils attendent qu'on les appelle. Et peut-être qu'on observera s'il y a une possibilité d'ouverture au Burkina, au Mali, mais également au Niger. Oui, ce que je peux vous dire quand même, c'est que les sankaristes, entre guillemets, sont très impopulaires dans ce pays. Aujourd'hui. Ils l'étaient avant, depuis très longtemps. Ils l'étaient, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas arrêté de se quereller. Et en fait, si Benewende Sankara est devenu le parti sankariste le plus important, moi, c'est très simplement parce qu'il était beaucoup plus riche que tous les autres, même s'il a mis beaucoup de sa fortune. Les autres qui ont créé des partis sankaristes n'ont jamais eu tous ces moyens. Enfin, vous allez dire c'est anecdotique, mais pas forcément. Elle est riche, l'histoire du sankarisme après Sankara. Mais en tout cas, on pourra en discuter à d'autres occasions. Merci beaucoup, Bruno Jaffré. C'est gentil.